Oui. C'est bon. C'est bon, Véronique. Ok. Bonjour à toutes. Hélas, je ne vous vois pas toutes. Je voulais vous souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui se connectent. Il y a 750 inscrites, m'ont dit les équipes de Force Femmes. Je voudrais remercier bien sûr Agathe qui a été à la manœuvre et qui a fait un très gros boulot pour l'organisation et le maintien de ces matinales des entrepreneuses. D'abord et avant tout, j'espère que vous allez tous et toutes bien dans ces périodes de reconfinement, même si on n'est plus en état de sidération, on n'est quand même pas en bon état avec cette annonce et on espère que ça sera pour le mieux. On est donc là ce matin avec vous pour réitérer l'engagement de Force Femmes pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Dans le cas de Force Femmes, ce sont évidemment toutes nos femmes de plus de 45 ans. Et l'entrepreneuriat représente, comme on l'a toujours pressenti, une magnifique porte de sortie du chômage vers le haut. Et franchement, on est toujours très heureux de voir que nos programmes correspondent à pas mal de besoins exprimés de toutes ces femmes qui ont envie de bouger, d'accomplir un rêve et de ne pas rester dans une situation de non-emploi. Je voudrais d'abord remercier nos partenaires sur tous ces sujets de l'entrepreneuriat. Bien sûr, il y a la BPI, parce que la BPI est un soutien majeur depuis vraiment le début, puisque vous savez que chez Force Femmes, nous encourageons le retour à l'emploi salarié, mais aussi la création de son propre emploi et bientôt, pour celles qui ont déjà créé leur entreprise, de passer les étapes, d'avoir des programmes qui permettent ce déploiement. Et donc, la BPI est là, est un fidèle partenaire. Mais nous avons aussi Coca-Cola, et je voudrais remercier Clarisse, qui représente Coca et qui est une fidèle accompagnatrice de tous ces programmes vraiment depuis le début, et remercier aussi Pôle emploi, grâce à qui on a pu largement relayer cette matinée et qui fait un boulot formidable en soi déjà, mais pour accompagner tout ce qui peut être relayé comme désir de faire dans un cadre contraint. Alors, les statistiques, et c'est un petit peu ça que je voulais vous dire en introduction, elles ne sont pas tellement en évolution des femmes qui sont des femmes créatrices d'entreprises. Je voudrais quand même rappeler, et c'est toujours dommage de ne pas le rappeler, que si on avait autant de femmes et plus de femmes donc, qui créent leur entreprise, on aurait un surcroît de croissance de près de 0,5%. Et c'est dommage donc pour l'économie, pour notre économie, pour l'activité nationale, qu'il n'y ait pas plus de femmes. Alors cela étant dit, on plafonne toujours à cette statistique des 30% de femmes qui créent leur entreprise, avec toujours un peu les mêmes freins et toujours les mêmes leviers d'action. Donc je peux vous les rappeler, mais hélas, il faut vraiment qu'on aide à les bouger, puisque effectivement, pour ce qui est des freins, les femmes qui ont plein de rêves et plein d'idées, eh ben, elles sont toujours un petit peu freinées par le risque financier, toujours la difficulté à trouver des fonds, à ne pas avoir les reins assez solides, ne pas dégager assez de revenus et de profitabilité pour qu'il y ait effectivement une durabilité, une pérennité de l'activité qu'elles créent. Elles ont peur de l'inconnu, elles manquent de confiance en soi, et c'est en ça que Force Femmes, à travers ces journées, mais à travers tous nos programmes, est complètement engagée à aider et à poursuivre cette volonté qu'on a d'aider les femmes dans la création d'entreprises. Parce que parallèlement à ces freins, il y a des énormes leviers. Il y a des énormes leviers d'action et il y a des énormes leviers d'envie. Il y a le désir de se sentir autonome. Ce levier-là, une femme sur deux le ressent. Je ne dirais pas que c'est le premier levier, mais c'est un des premiers en toute hypothèse. La deuxième vraie motivation, c'est le fait de donner plus de sens à sa vie. C'est toujours extrêmement important. Et quand on combine tous ces leviers, l'idée, c'est de permettre une meilleure harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Bon, quand on a dit ça, et pour celles qui ont déjà, créé leur entreprise, quand on sait le temps que ça prend, l'engagement que ça demande, les tripes qu'il faut sortir de soi-même, je ne garantirai pas à 100 l'équilibre, de la vie, objectivée, mais en revanche, je garantis une énorme motivation, une aspiration à sortir de soi-même et à accomplir ses rêves, et c'est énorme. Et pour toutes ces raisons, je voudrais vous dire que Force Femmes continuera, même si ce n'est pas forcément les meilleurs moments à l'heure actuelle, continuera à soutenir les femmes dans leur désir de création de leur propre emploi. On ne va pas parler tout de suite de création d'entreprise, mais il faut vraiment que vous sachiez que si vous avez une envie, et quels que soient les contextes difficiles, on sera là pour vous aider. On ne vous mentira pas, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est claire et certaine, c'est que tous nos programmes sont configurés pour vous permettre, grâce à nos bénévoles et aux partenaires qui nous accompagnent, à savoir vraiment jauger de si ou non vous êtes faites pour ça. Ne nous racontons pas d'histoire, ne vous racontez pas d'histoire. Celles qui ne sont pas faites pour ça, il vaut mieux ne pas le faire, parce que sinon, on s'expose à des frustrations, on s'expose à des petits échecs qui ne sont pas bons pour le moral, surtout dans ces périodes. En revanche, si on détecte, et c'est la plupart du temps quand même vrai pour toutes celles qui viennent nous voir, non seulement une idée, mais une envie, mais une capacité de faire, alors on sera là et on vous encouragera, parce que c'est quand même formidable de pouvoir créer son entreprise, son emploi. Bien sûr, il y a des secteurs qui s'y prêtent. Quand on parle de créer son propre emploi, on ne va pas tout de suite créer une multinationale, ni même une PME. Et bien évidemment, il y a des secteurs qui sont privilégiés à certains autres. Donc, dans les statistiques, quand on les a étudiées avec Agathe, en France entière, quand on essaye de croiser un petit peu toutes les statistiques qu'on a, les secteurs qui sont les plus porteurs, en tous les cas qui sont les plus prisés, c'est bien sûr la vente à domicile, il y a la location de logement, il y a le conseil en affaires et en gestion. On voit que nos femmes, parce que le digital prend toute sa place, hein, on ne va pas se mentir, dans des périodes de reconfinement, de confinement, dans des périodes comme celle qu'on le connaît, tout ce qui tourne au digital est bien vécu et porteur. Et je vais vous dire, d'une façon générale, même en dehors de ce contexte très anxiogène, il faut absolument se doter des moyens d'avoir une partie de son activité au travers du numérique aujourd'hui. Rien ne peut se faire sans le numérique. Votre capacité à vous exposer en marketing, à avoir un site digne de ce nom, votre capacité à vous faire connaître dans les réseaux sociaux, tout ça compte et on va vous y aider. Voilà, moi je voulais pas préempter la parole plus longtemps. Vous allez avoir une journée active avec des ateliers. Je voudrais encore vous remercier d'être toutes là, 750 femmes inscrites. C'est assez formidable parce que ça prouve que vous ne vous laissez pas aller. Et en ces temps actuels, il faut tout sauf se laisser aller, hein. Il faut être combatif, il faut rester positif, il faut rester plein d'énergie. Surtout quand on veut créer son propre emploi, quand on se dit, voilà, je vais tenter ma chance. Et votre chance, elle existe. Il faut la créer, il faut la saisir. Et je voulais simplement vous souhaiter non seulement une très bonne journée, de continuer à bien vous porter. Il faut être en bonne santé avec beaucoup d'énergie pour faire tout ce que vous avez envie d'accomplir. Mais surtout, surtout, hein, je vous le redis, ne renoncez pas à vos rêves. Il n'y aurait rien de pire que de renoncer à vos rêves. Voilà, je vous fais plein de gros bisous à tous et à toutes. Je vous laisse dans les mains de nos partenaires, de nos équipes, de toutes nos bénévoles qui vont... Annie pourrait toujours compter sur nous. Donc, plein de gros bisous à tout le monde. Au revoir. Merci. Alors, bonjour à toutes. C'était donc une intervention de Véronique Morali, qui est la présidente de Force Femmes et qui tenait absolument à pouvoir vous accueillir pour cette semaine dédiée aux porteuses de projets ou aux femmes ayant déjà créé leur activité, en tout cas aux entrepreneuses. Et maintenant, je suis très contente de vous annoncer l'intervention de Rémi Maronne, qui est donc un expert en marketing digital, qui a notamment coécrit
un guide de référence par rapport à cette thématique et qui va vous accompagner dans l'organisation de votre marketing digital voilà, pour l'heure à venir. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je les rassemble et je les lui ferai remonter en fin d'intervention. Je vous précise que la présentation qu'il va vous partager ne vous sera pas envoyée, mais ce webinaire va être hébergé sur la chaîne YouTube de Force Femmes. Donc, vous pourrez retrouver cette présentation sur la chaîne YouTube. À toi, Rémi. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est tout bon? Vous m'entendez bien? Ok, super. En fait, je vais vous proposer juste une petite chose avant de commencer. C'est qu'en fait, il est 9h57 et je pense que ce serait peut-être bien qu'on attende juste 10h, voire 10h02, le temps que tout le monde nous rejoigne. Je pense que toutes les personnes inscrites ne sont peut-être pas encore tout à fait là. Donc je pense que c'est d'autant mieux de le faire comme ça. On est dans une société où tous nos rendez-vous démarrent extrêmement à l'heure désormais, ce qui peut être plaisant sur certains points et ce qui est aussi inquiétant sur d'autres. Je pense on a malheureusement plus l'occasion d'avoir des échanges un peu comme on les avait auparavant. J'espère qu'on va le retrouver bien sûr. Mais en tout cas, on va échanger pendant globalement 1 heure. Voilà, la présentation va durer à peu près 1 heure, un petit peu moins, on va dire entre 45 minutes et 1 heure. Et puis, je répondrai à vos questions plutôt à la fin, éventuellement, si je peux voir quelques questions passer dans le chat, je le ferai, mais c'est pas toujours évident de gérer les deux éléments, donc on le fera plutôt à la fin, mais on aura un temps d'échange même s'il il est à distance. Rémi, Oui. pour patienter, on nous demande les références de ton ouvrage, si tu veux le Oui, montrer, ce qui avec ne nous empêchera pas de le plaisir. remontrer à la fin, bien sûr. Avec plaisir. Alors, hop, je vous le partage sur. Il y a plusieurs liens que je peux vous partager, mais je vais vous partager celui-ci. Voilà. Hop. Alors, je vois que le lien est un peu bizarre. Hop, attendez, je sais pas pourquoi. Ah. J'essaie de vous partager un lien donc de la librairie.com. On va en reparler. On va reparler de ce site plus tard. Je vois que le lien est un peu tronqué. Bon, je vais vous partager le lien de Duno directement. Voilà. Donc c'est un livre qui est sorti en octobre dernier, enfin pour la 2e édition en tout cas, et qui parle de marketing digital responsable, on va dire, et qui essaye de promouvoir un marketing digital qui essaye d'avoir du sens dans le contexte dans lequel on est, du sens tout court en fait aussi, et où on a un intérêt vraiment à repenser notre manière de communiquer, de s'adresser aux personnes qu'on souhaite toucher, et à créer, je dirais, des valeurs durables. Ça, c'est un enjeu qui est assez essentiel et c'est ce qu'on essaie de retransmettre à travers le livre. C'est de voir comment on peut penser une communication qui soit à la fois sobre, engageante aussi, et engagée, et qui puisse s'adresser à toutes et à tous. Donc là, la 2e édition est parue en octobre dernier. Je vous encourage évidemment, si vous avez envie de l'acheter, de le faire auprès de vos libraires indépendants. Je crois que le message a été beaucoup répété ces derniers temps, ou sur des plateformes également, type, voilà, je vous ai partagé un lien vers lalibrairie.com. Je vous partagerai deux liens. Lalibrairie.com, il faut mettre les liens en entier, sinon c'est pas forcément pris. Hop. Je suis pas sûr de m'adresser à tout le monde. Non, exactement. Il faut bien l'envoyer Pardon. à panélistes et participants. Sinon, je recopie, Ouais. c'est pas grave. Tu l'as fait pour les précédents liens? Oui. Oui, d'accord. Alors, c'est bon, là, j'ai pris le réflexe. Donc là, je vous partage un lien vers lalibrairie.com qui regroupe donc des libraires indépendants,
de la même façon qu'une autre plateforme qui s'appelle leslibraires.fr. Voilà, donc c'est une manière de ne pas s'adresser à d'autres plateformes où vous pouvez trouver le livre évidemment, mais il y en a d'autres également qui sont disponibles. Voilà, bah, écoutez, voilà, bon 10h01, je vais doucement lancer les choses. Et on va pouvoir partager donc ce moment autour du marketing digital. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, je surveille le nombre de participantes 258. Agathe, tu penses qu'on commence ou... Ouais. Eh ben, allez, on va commencer. Alors, bienvenue donc dans ce webinaire. Objectif, voilà, parler de marketing digital et essayer de vous donner quelques clés pratiques. C'est-à-dire ce qui est jamais évident dans ce type d'exercice, c'est qu'on alors on peut partir dans 1000 directions. Vous allez voir que déjà j'en explore un certain nombre. Et puis ce qui n'est pas forcément évident, c'est de se dire voilà, c'est d'arriver à en retirer quelque chose. Donc je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez en retirer quelque chose et que vous puissiez vous dire voilà, j'ai quelques éléments qui me permettent de me dire voilà, je peux me lancer dans cet univers digital, hein, même c'est même l'univers digital de manière globale, au-delà du marketing. Je peux me lancer dans cet univers digital en ayant quelques repères et en me disant c'est pas si compliqué que ça. Et je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile. Je sais que c'est quelque chose qui est assez confrontant, qui paraît parfois un peu nébuleux. On va essayer d'utiliser du vocabulaire simple et de mettre des, des exemples simples et qui soient facilement applicables par vous durant cet échange. De quoi on va parler? Quelques éléments que j'aimerais que vous reteniez durant cet échange qu'on va avoir. C'est que déjà, vous allez devoir être remarquable. Être remarquable, ça c'est un élément qui est très fort. C'est pas un concept de moi, on le verra après, mais l'idée c'est bien que dans tout ce qui existe, et il existe de plus en plus de choses, si on n'est pas remarquable, si ça ne vaut pas le coup qu'on fasse une remarque à propos de ce que l'on fait, eh bien, c'est extrêmement difficile d'émerger. Ça va être une première chose qu'on va explorer. Une deuxième chose, c'est créer de la valeur. Je crois qu'aujourd'hui, on va observer deux tendances qui s'affrontent. Moi, je crois en tout cas aujourd'hui que si on ne cherche pas à créer de la valeur, à apporter réellement des choses dans sa manière de communiquer et si on est seulement là pour vendre, ça ne marche pas forcément. Donc créer de la valeur, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est mieux est l'ennemi du bien. Alors mieux est l'ennemi du bien, j'aime bien cette formule parce que souvent, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a envie d'avoir le site internet le plus beau, le plus abouti, d'avoir le contenu le plus fignolé, et cetera, d'avoir le produit le plus fignolé, d'avoir le service le plus abouti. Bref, on a envie que tout soit parfait et le problème, en fait, d'avoir envie que tout soit parfait, c'est que finalement, on en vient à ne rien faire et la problématique, c'est que du coup, eh bien, on ne vient pas tester, on ne vient pas se lancer, on ne vient pas essayer de proposer quelque chose. Et pourtant, c'est là l'essentiel, c'est de montrer déjà, de se faire remarquer. Et puis après, on pourra optimiser et affiner, etc. Mais réellement, je crois qu'on a vraiment un enseignement là-dedans. Mieux est l'ennemi du bien. Il faut faire rapide, le mieux possible, bien sûr, mais il ne faut pas trop en vouloir. Quatrième chose, le marketing responsable. Donc, essayer d'être responsable. Encore une fois, on essaiera de mettre des choses concrètes derrière ça, dans sa manière de communiquer, de s'adresser à sa cible. Et puis également de penser, alors BM durable, un business model durable. Ça sort un petit peu du marketing, mais je crois que c'est essentiel aussi de l'aborder. C'est-à-dire qu'à un moment donné, demain vous allez, et peut-être aujourd'hui vous entreprenez, bien forcément par rapport aux enjeux qu'il y a aujourd'hui par rapport au réchauffement de la planète, on ne peut pas l'ignorer et on ne doit pas l'ignorer dans ce que l'on met en place. Évidemment, l'autre contexte, alors il y a cette qui fait écho, hein, de toute façon, évidemment, on n'est pas sans savoir que le Covid-19 est aussi
en lien avec, avec nos activités abusives par rapport à la planète. Eh bien, évidemment, le Covid-19 vient, alors le Covid-19 ou la Covid-19, hein, mais ça, je laisse ça et donc il faut trouver, il faut avoir conscience de ces quelques enjeux emballés autour d'un élastique et qui ne vont pas servir tout de suite. Il nous faut utiliser plus les réseaux sociaux, plus les moyens digitaux de manière générale. Évidemment, on fait plus de webinaires et c'est bien quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Beaucoup de télétravail, moins d'événements physiques et de plus en plus d'e-commerce et d'offres à emporter. Bref, le tableau, il est à peu près là. Et là-dedans, en fait, bah, il va falloir exister parce que cette situation, elle va durer un petit peu. On ne sera pas, je l'espère, tout le temps confiné comme on l'est aujourd'hui, hein. On a connu des séances de répit, mais on voit bien que là-dedans, le digital, de fait, prend de plus en plus de place et qu'il faut être prêt aussi, s'il y a une nouvelle situation de confinement qui arrive, à être en capacité de répondre, et d'autant plus de se relancer, en ayant les bons réflexes, de l'utilisation du digital. Quelques mots sur moi, même si, on a eu l'occasion d'en parler vite fait, voilà, juste avant 10 heures. Donc je suis co-auteur de ces livres, Le grand livre du marketing digital aux éditions Duno. La dernière édition est donc sortie en octobre 2020. Et puis, par ailleurs, donc je suis donc de fait expert indépendant en marketing digital, mais également directeur de projet pour, un institut qui s'appelle l'Institut du numérique responsable et qui a vocation à promouvoir des valeurs et des bonnes pratiques plus éthiques, plus inclusives et également qui prennent en compte l'empreinte environnementale du numérique. Et donc, on essaie de promouvoir cela autour des entreprises, des collectivités, des écoles ou encore des associations. Voilà pour le tableau. Alors évidemment, le grand livre du marketing digital 2 est sorti, en octobre dernier. Sur la première édition, tout le monde a été dithyrambique avec des avis incroyables, hein, donc je ne peux que vous conseiller, de l'acheter. C'est une évidence. Vous voyez, ils ont été près de 7 000 à l'acheter avec des commentaires, on ne peut plus élogieux. Ça, c'est pour le petit côté pub et pour en rigoler. Mais évidemment, les avis clients, comptent énormément, et sont des choses sur lesquelles tout le monde s'appuie, forcément, parce que ça prend de plus en plus de place. Alors on verra, on pourra discuter des dérives également, hein, qui sont liées à cela, mais c'est évidemment un enjeu aussi, dans le marketing digital. Continue toujours en préambule avant de rentrer un peu dans l'aspect, pratique. J'aime bien toujours commencer par cet exemple et j'ai 2 exemples en fait qui pour moi sont toujours des exemples de référence. Ça fait 2-3 ans que je les utilise et honnêtement, c'est toujours pour moi, des exemples sur lesquels, vous devez ou vous pouvez vous appuyer. Le premier exemple, c'est Make My Lemonade, ce parcours en fait d'une jeune femme, qui, il y a quelques années, a été au chômage, savait pas trop quoi faire. Elle avait une passion qui était, la mercerie, coudre et cetera et elle s'est dit à un moment donné: «Bah, tiens, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas la parole?» Et puis elle a su le faire, elle a su le faire en créant beaucoup d'articles donc sur son blog, Do It Yourself et puis, peu à peu, elle a aussi développé une influence sur Instagram, et aujourd'hui, le blog Do It Yourself s'est transformé en une jolie marque, qui s'appelle Make My Lemonade. Je peux vous inviter n'hésitez pas à aller voir en même temps, ce qu'ils font. C'est une jolie marque qui s'est beaucoup développée, qui a une belle boutique, physique sur, quai de Valmy à Paris, qui emploie plusieurs personnes, et elle a réussi à le faire parce qu'au départ, elle a donné de la valeur, elle a apporté, des articles et du contenu très intéressant sur la mercerie qui lui ont donné une légitimité et cette légitimité lui a permis de bâtir ensuite, son business et elle l'a fait avec, bien à la fois beaucoup d'envie, de partager, beaucoup d'intelligence aussi et qui lui a permis de construire du coup cette influence et cette crédibilité par rapport à son projet. D'autres personnes également qui ont bâti une forte, crédibilité par rapport à leur projet, sont, 2 personnes qui étaient, étudiants, au départ, et qui, ont passé quelques années
a développé un blog qui avait pour vocation de donner des conseils, évidemment, de donner des conseils sur la mode pour les hommes et d'améliorer du coup son style. Et donc, eh bien, ces deux personnes-là ont réussi là aussi à développer une audience, une crédibilité, à montrer qu'ils avaient une expertise à partager. Et ils l'ont fait donc sur leur blog. Le blog est devenu un site e-commerce qui est devenu ensuite des boutiques physiques. Et donc, on a là aussi un peu la même trajectoire. Je partage du contenu qui intéresse parce qu'il y a de la qualité derrière. Et peu à peu, ça réunit des gens. Et ma marque, du coup, devient de plus en plus présente et je peux ouvrir une boutique physique, un site e-commerce et je réunis un certain nombre de personnes. Ces deux exemples-là, même si on peut se dire: «Oui, mais le temps était long», même si, c'était 4 ans pour eux, c'était sans doute quelques années pour elles aussi et cetera, sont très, révélateurs, pour moi, en fait, de ce qui me semble être encore une stratégie extrêmement intéressante, parce que ça délivre de la valeur d'une part, ça a du sens et ça permet de réunir, des personnes autour d'un projet et tant que vous n'avez personne autour de vous, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, si vous n'avez pas communiqué, si vous n'avez pas fait savoir qui vous étiez et ce que vous aviez en tête, eh bien, vous allez commencer un projet où finalement, bien, vous n'aurez, rien à enfin, vous pourrez délivrer quelque chose, mais vous n'aurez personne à qui l'adresser. Donc, penser à cela en amont est extrêmement important, et c'est pour ça, en fait, que ma phrase, elle prend du sens quand je vous dis: «Mieux est l'ennemi du bien». Oui, bien sûr, réfléchissez votre produit et cetera, mais en attendant, sortez quelque chose rapidement et que ce soit un blog ou autre chose, mais sortez quelque chose rapidement, pour pouvoir prendre la parole et développer une crédibilité sur le sujet. On va y revenir. Là aussi, avant de rentrer dans le concret, on va parler du consommateur, acheteur d'aujourd'hui. J'ai dressé 2 tableaux parce que je crois que c'est extrêmement important, de dresser 2 tableaux aujourd'hui et je crois qu'on est dans une dualité de plus en plus forte entre ces consommateurs-là, et c'est la vision pessimiste, vous voyez, c'est ce que j'ai mis, de personnes qui veulent trouver vite, pas cher, qui veulent une flexibilité à tout prix sur les retours, sur, les conditions de livraison. Ils veulent un produit qui soit toujours disponible à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure de la journée. Il y a une surexigence, qui est là, être très vite livré et donner son avis également pour le pire, bien souvent malheureusement ou en tout cas dans de trop nombreux cas. Et ça, on le constate, beaucoup sur les restaurateurs, par exemple, mais pas que. Ça, c'est un peu la vision pessimiste, mais c'est une réalité, d'une tendance de consommation. On va voir aussi pourquoi il y a cette tendance de consommation, hein, ça n'est pas de nulle part, hein. Si c'est une consommation qui s'installe comme ça, c'est parce qu'il y a l'illusion, en fait, qui est aussi faite, que c'est quelque chose de possible. Et puis il y a l'autre versant qui me semble plus vertueux et qui est une réalité aussi, et d'un grand nombre de personnes, qui vont aussi, plutôt chercher, à trouver du sens dans, ce qu'elles consomment, dans ce qu'elles veulent. Parce qu'elles vont trouver du coup, elles veulent un lien de proximité, elles veulent quelque chose d'adapté sur mesure, mais qui soit fait en lien avec les personnes. Elles vont être fidèles, elles vont recommander le service qu'elles ont trouvé à d'autres. Elles vont vouloir être rassurées, mais elles vont le trouver aussi parce qu'elles vont s'adresser à des personnes qui sont en capacité de le faire. Et elles vont aussi vouloir trouver l'offre en ligne, ce qui est assez, légitime, d'autant plus par rapport à la période dans laquelle on est. Ce tableau-là, il est réel, et on le voit bien que de plus en plus, on va se tourner vers des offres qui sont, on va dire, qui ont une empreinte environnementale qui est plus faible. On va rechercher à vérifier l'éthique des entreprises avec lesquelles on travaille et cetera et cetera. Et donc voilà, on voit 2 réalités très différentes et j'essaie d'expliquer cette dualité, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si l'explication est exactement la bonne, mais en tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a des personnes qui ont, de moins en moins de temps et de plus en plus de choix. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que pour de plus en plus de choix, c'est foisonnant. Vous n'avez qu'à chercher, sur Instagram, un jean, vous allez voir le nombre de marques de jeans qui existent. Et la problématique, en fait, c'est qu'il y a quelques plateformes qui, eh bien, cannibalisent l'ensemble, du trafic, hein. Aujourd'hui, Amazon, c'est 20 du e-commerce en France. 20 c'est pas rien. Et surtout, en fait, la problématique de ces plateformes, c'est qu'elles ne jouent pas, en fait, avec les mêmes armes que tout le monde. Ici, là,
un petit schéma pour vous montrer qui a racheté qui durant les dernières années. Eh bien, vous voyez qu'il y a une concentration des données qui est quand même assez foudroyante sur Facebook, sur Microsoft. Et de fait, eh bien, on voit que les petites entreprises là-dedans, elles ne jouent pas avec la même possibilité que celle-là. De la même façon que eh bien, la réalité, elle n'est pas forcément celle-ci, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je commande à 15 heures et que je suis livré à 19 heures ou 22 heures, ça induit forcément des choses qui sont peut-être pas en fait si logiques que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand votre commerçant de proximité vous dit: «Vous êtes livré sous 2 à 5 jours», c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Peut-être parce qu'à un moment donné, en fait, les conditions de travail qui sont liées à ces, livraisons en 2 heures top chrono et cetera, ne sont peut-être pas si vertueuses que cela. Typiquement, voilà, on a aussi d'autres communications, hein, un peu dans la même logique. La promesse d'avoir une activité flexible si vous travaillez pour Deliveroo, d'optimiser votre temps de travail et cetera et cetera. La réalité, elle est tout autre, en fait. Et ça, c'est extrêmement important, en fait, de voir que la réalité, elle est tout autre dans ces systèmes-là. Vous voyez ce petit mail reçu par Jules, vous êtes 437e sur 2000, roulez plus vite. Quand est-ce que je peux faire une pause quand il n'y a pas de boulot? Ça, c'est la réalité du terrain. La réalité du terrain, on la voit aussi ici dans de nombreux articles. La réalité de la livraison rapide, instantanée, et cetera, elle est très, très bien traduite dans ce film de Ken Loach. Alors si vous ne l'avez pas vu, ce que je dis souvent quand j'ai une conférence, c'est n'hésitez pas à le voir, c'est un très beau film. Prenez un pot de crème glacée avec vous pour éviter de trop déprimer. Mais en tout cas, c'est un film qui montre très bien la réalité de la livraison et des systèmes de livraison aujourd'hui qu'on a créés, avec des chauffeurs indépendants qui sont soumis à de pressions véritables et qui font difficilement face, en plus de gagner leur vie extrêmement mal. Si vous n'avez pas, enfin, vous pouvez voir ce film, et si vous avez envie d'aller encore plus loin également, je vous invite à voir ce très beau reportage, cette série de reportages qui s'appelle Les Invisibles sur France TV, pour aussi mieux comprendre les problématiques liées à ces systèmes que l'on a mis en place et qui, de fait, aujourd'hui, encore une fois, font que tout le monde ne joue pas avec les mêmes armes, et que de fait, c'est quand même un petit peu compliqué d'exister dans le digital, parce qu'il y a voilà, des acteurs qui aujourd'hui préemptent un certain nombre de choses avec des business models qui ne sont pas forcément les plus durables. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire, hein, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Heureusement, il y a plein d'initiatives qui existent, mais en tout cas, il y a un devoir de pédagogie du coup qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que typiquement donc sur ce site lalibrairie.com, qui est donc une réunion de libraires indépendants, eh bien il y a un devoir d'expliquer pourquoi est-ce que les délais vont s'allonger. Donc ici, ils ont commencé à le faire, hein, ça c'est le message que vous pouvez trouver aujourd'hui sur leur site, mais il y a besoin d'aller plus loin et expliquer pourquoi c'est plus long. Eh bien c'est plus long parce qu'effectivement, il y a une réorganisation, que l'organisation, c'est pas si simple en fait à mettre en œuvre, et cetera, et cetera. Et faire comprendre qu'en fait, le vrai business model juste, qui a de la valeur, qui a du sens, pour tout le monde, d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est celui-ci, et pas forcément celui d'Amazon ou, de quelqu'un d'autre, d'autres entreprises que j'ai pu vous montrer juste avant. Et ça, c'est un vrai enjeu, expliquer, montrer que le sens, il est là, pour justement, en fait, arriver à capter, ces personnes-là qui n'attendent que ça, de trouver du sens et de trouver une offre, qui est à la hauteur de ce qu'ils cherchent, et il faut pouvoir s'adresser à cette cible-là, pour émerger, sur le digital. Donc, autre exemple également, voilà. Et autre exemple, c'est une chaîne de magasins, mais vous voyez que, eh bien, eux aussi ont un message, hein. Ils font face aussi à la concurrence des GAFA, et donc, bien, il faut bien qu'on comprenne effectivement que l'enjeu, il est à tous les niveaux, et que du coup, il y a vraiment un intérêt à expliquer effectivement, qu'il y a des personnes derrière, et que les enjeux, voilà, liés au digital sont immenses, et qu'il faut qu'on arrive, du coup à à remontrer qu'il y a bien particulièrement du sens à s'adresser à telle ou telle entreprise et non pas à d'autres. Ça, c'était un peu pour le contexte, et je tenais un peu à le préciser. Maintenant, on va s'intéresser à vous. Voilà, comment, vous pouvez, vous adapter, vous transformer, exister dans ce monde numérique. C'est un enjeu, immense bien sûr, et on va essayer d'avoir donc une approche qui est la plus pragmatique
possible. Et je vous l'ai dit, pour commencer, la première chose à faire, c'est se rendre remarquable. Alors, se rendre remarquable, encore une fois, pourquoi est-ce que c'est si important que cela? Je vous ai parlé, hein, je vous ai dit que l'offre était foisonnante, et que de fait, eh bien, il est de plus en plus difficile d'émerger, par rapport à cette offre-là. Donc il faut que je sois la vache violette. Alors la vache violette, c'est un concept de Seth Godin, ce penseur du marketing. Je ne peux que vous inviter à voir la vidéo de Seth Godin, qui est un vieux TEDx de 2003, vous le voyez, et pourtant, il est extrêmement juste. Donc n'hésitez pas à le voir, il va vous expliquer, pourquoi il est extrêmement important d'être la vache violette au milieu du champ de vaches marron, et du coup, pour être remarquable, pour que ça vaille la peine de faire une remarque à propos de vous, à propos de votre business. Et c'est tout l'enjeu, c'est comment est-ce que je me fais remarquer, et comment je trouve ma singularité. Et on va voir quelques exemples de personnes qui ont su trouver leur singularité. Déjà avant de trouver sa singularité, ce qu'il faut, c'est déjà oser prendre la parole. Et ça, c'est un premier point assez essentiel. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il faut que je me rende remarquable, ça c'est le cadre global, mais déjà pour me rendre visible, il faut que je prenne la parole. Et prendre la parole, c'est pas forcément quelque chose de très, très, très facile, voire c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Bien sûr, on peut prendre la parole sur des réseaux sociaux, sur un blog, et cetera, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est difficile à faire et ça, il faut pas à la fois, il faut en avoir conscience et en même temps ne pas se limiter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut oser franchir le pas et se dire que, comme je le disais, que potentiellement tout ne sera pas parfait dans ce que vous allez dire ou ce que vous allez, mettre en place au départ. Mais il faut à un moment donné se lancer et et oser faire le 1er pas. Alors, quelques idées, en vrac de, pourquoi est-ce que, prendre la parole, c'est si important que ça? Bon, moi ce que je liste en général ce que je liste en général, par exemple, c'est que vous allez, excusez-moi, vous allez gagner en on va y arriver, hop, vous allez gagner en réactivité. Clairement, si vous allez sur les réseaux sociaux prendre la parole, vous aurez potentiellement un retour plus rapide. Vous allez créer une communauté. Oui, objectif, créer une communauté, et avoir des personnes du coup qui se mettent autour de votre projet. Autre objectif, créer des liens, développer l'affectif et je dirais que ça a d'autant plus d'importance aujourd'hui avec le digital. Le réseau physique est complètement cassé, donc c'est sur les réseaux que je vais pouvoir essayer de créer du lien, même s'il a sans doute moins de valeur et ça j'en suis tout à fait conscient, bien c'est quand même, quelque chose que je peux développer. Je peux, aller chercher, pourquoi pas, des réflexions sur mon projet et essayer de faire en sorte que, je puisse avoir des retours, des suggestions, de la part d'utilisateurs ou de futurs utilisateurs. Je vais essayer de développer donc mon réseau professionnel, on continue un petit peu dans la même logique. Bénéficier d'un effet de viralité, donc effectivement, l'effet boule de neige, je parle et puis d'autres personnes vont parler de moi. Je vais essayer de me positionner sur le parcours d'achat. Alors là, c'est déjà un petit peu plus en aval, c'est-à-dire que j'ai déjà mis des choses en place et je vais faire en sorte que des gens, du coup, voient mes messages pour que, du coup, je les attrape sur un moment où ils sont en train de faire une recherche par rapport à un produit, qu'ils voudraient. Je vais faire quoi également en prenant la parole? Quels peuvent être mes objectifs? Je vais essayer de générer des opportunités professionnelles, oui, donc un peu toujours la même logique, de me faire connaître, finalement, peut-être l'un des premiers éléments qu'on peut citer. De démontrer mon expertise, et là, c'est un point que j'affectionne particulièrement et sur lequel je vais revenir. Et puis, améliorer votre e-réputation. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, plus je vais prendre la parole sur des réseaux sociaux ou sur un site internet, eh bien, plus je vais être visible, notamment sur les moteurs de recherche et notamment Google. Quelques idées. Euh, Alors, pourquoi c'est bien? La question, c'est comment faire? Et là aussi, j'ai listé un certain nombre de choses qui vont, de la plus facile, je dirais, à mettre en œuvre à la plus difficile. La première sur laquelle j'attire votre attention, c'est, le fait de mettre à jour son profil. Mettre à jour son profil, c'est quelque chose, d'extrêmement simple et qui pourtant vous donne un peu de visibilité sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à le faire.
Autre chose que je peux faire qui n'est pas trop difficile, partager, liker, commenter. OK, deuxième étape, ça, c'est quelque chose que voilà, je peux faire comme par-ci, par-là. Ça, déjà, m'entraîne un petit peu à «prendre la parole» entre guillemets, c'est déjà un bon début. Interagir dans des groupes de discussion. Sur LinkedIn en particulier, il y a aussi plein d'espaces, de discussion privés qui existent, des Slack, des WhatsApp, où il y a des groupes de plus en plus forts sur des différents sujets dans lesquels je peux m'exprimer pour là aussi développer mon expertise, affirmer mon point de vue et essayer de développer une voix. Dans des choses qui sont simples à mettre en œuvre, ajouter des personnes à son réseau, oui. Envoyer des messages privés, bah oui, tout simplement. Alors d'autant plus en cette période-là, hein, je ne peux pas faire du réseau en physique, eh bien j'envoie des messages privés sur LinkedIn, pour essayer, de créer du lien avec des personnes que j'ai pas vues depuis un petit moment, ou même des personnes que j'aimerais rencontrer. C'est aussi, quelque chose qu'on peut essayer de faire. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, demander des avis, solliciter son réseau, ça peut rentrer un peu dans le même cadre. Et puis ensuite, là, on vient sur des choses plus difficiles. On vient sur des choses plus difficiles, comme relayer sa propre actualité. Bon, typiquement, vous êtes invité quelque part, ou vous participez, à un événement, vous pouvez le relayer. C'est une première façon, du coup, d'exprimer, de créer une publication. Plus difficile encore, relayer de la veille. Donc je trouve un article intéressant et j'essaye d'émettre un avis dessus et je poste ça sur les réseaux sociaux en disant: «Bah, voilà l'article, voilà mon opinion sur celui-ci» et d'essayer d'engager des gens sur une discussion par rapport à ce partage. Plus difficile puisque là, du coup, vous mettez en avant une opinion sur un article que vous avez lu, et donc vous engagez déjà votre crédibilité. Et puis finalement, la dernière chose qui est de loin la plus compliquée à faire, c'est créer du contenu à forte valeur ajoutée et ça, je sais que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, et je vais vous parler d'un exemple juste après aussi. Vous allez voir que dans tous les cas, c'est quelque chose qui voilà, qui fait, écho, à soi et qui fait toujours peur parce qu'effectivement, quand on va créer un podcast, une vidéo ou un écrit, donc un article de blog, eh bien, c'est quelque chose qui, effectivement, nous met en danger, parce qu'on va d'autant plus, montrer, l'expertise, afficher son expertise, en tout cas ce que l'on croit être son expertise et donc on vient se mettre en danger. Mais c'est là que ça a le plus de force et qui montre d'autant plus, ce que vous êtes et ce que vous pouvez proposer. Hem, donc ça, c'est globalement pour le cadre et si je l'explique un peu plus en détail, donc l'une des premières choses à faire, ce que je vous recommande, donc c'est d'avoir votre profil LinkedIn à jour, et d'ajouter des personnes, à votre réseau et de développer globalement un profil qui soit, le plus mis à jour, possible et ça, c'est donc, par rapport aux étapes que je viens de vous expliquer, une chose relativement simple à faire. D'accord? Surtout, également, dans ce profil LinkedIn, peut-être une question qui viendra après, soyez, soyez exhaustive dans votre manière de présenter les choses, et essayez en fait, peut-être qu'à un moment donné, il y a un point de rupture, essayez de montrer des engagements associatifs ou de différents engagements qui permettent de, voir la jonction entre un projet et un autre, pour du coup donner du sens par rapport à votre profil. Je sais que c'est souvent quelque chose qui revient, voilà, quand il y a une reconversion qui arrive, comment est-ce que je montre le lien entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après? Je crois que les engagements que l'on prend, et que l'on fait dans différents projets permettent de créer ce lien et de l'expliquer de manière d'autant plus, naturelle. Si vous contactez des personnes sur LinkedIn, qui sont des inconnus, n'hésitez pas à le faire. Ne le faites pas forcément comme Gilles, hein, c'est-à-dire que moi, ce que je dis toujours, hein, c'est que si vous me demandez quelqu'un sur LinkedIn, faites-le avec un petit message. C'est évidemment quelque chose que je recommande, c'est-à-dire que juste envoyer une demande, sur LinkedIn sans message, c'est pas forcément très poli, hein. Je dirais que, bon, quand on se rencontre, on se dit un minimum bonjour et qui on est. Bon, bah, sur LinkedIn, c'est un petit peu la même démarche. Donc, c'est bien de demander des personnes en contact. Si vous voulez demander des personnes que vous ne connaissez pas en contact, adressez-leur un message qui a du sens, pas comme ce type de message, ou pas comme ce type de message non plus, qui n'a pas de valeur ajoutée, qui ne fait pas du tout le lien, en fait, entre cette personne-là et moi. Ici, en fait, c'est surtout quelqu'un qui parle de soi, comme ici également. Nous avons des contacts en commun, c'est quand même d'un très, voilà, quelque chose de très bateau, mais on ne vient pas en fait parler ce qui réellement pourrait nous relier. Donc, si vous arrivez à trouver un point d'accroche et de vous intéresser à l'autre et lui montrer que vous vous êtes réellement intéressé à l'autre,
des personnes qui ne vous connaissent pas vous accepteront dans leur réseau. Mais montrez-leur que vous vous intéressez à elles. Donc, trouvez un moyen, en fait, par votre message, que vous vous êtes intéressé un petit peu à elles. Donc, pas de problème pour demander des inconnus, mais voilà, montrer quelque chose. Apporter quelque chose, donner de la valeur. Donc, OK, là, on a fait la première étape. Son profil LinkedIn, c'est bien. Donc après, la question, c'est est-ce que je vais sur les réseaux sociaux et puis qu'est-ce que j'essaie de dire? Sachant que les réseaux sociaux, il y en a plein. Lequel je choisis, lequel je cible. Alors, je dirais 2-3 conseils pratiques. Ne cherchez pas à être présent sur tous les réseaux. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Twitter, ne cherchez pas à y aller, hein, c'est pas très grave. Si en revanche, pourquoi est-ce qu'il serait intéressant d'aller sur Twitter en particulier? Les intérêts, c'est de trouver plus facilement la presse, de trouver plus facilement des partenaires institutionnels, et plus facilement également, donc on va dire institutionnels, on va dire qu'on peut mettre l'État globalement, hein, donc des politiques, donc vous s'adresserez plus facilement aux politiques et puis de s'adresser plus facilement à des acteurs institutionnels type syndicats, qui vont être potentiellement, vos relais, à des acteurs étatiques, par exemple. Donc Twitter, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'aborder. Peut-être que votre business va être très spécifique pour être sur cette plateforme, mais sinon, ne cherchez pas à trop vous installer, sur Twitter si vous n'y voyez vraiment pas, si vous ne voyez pas vraiment pas son fonctionnement, et si vous n'avez pas d'intérêt à être en lien avec des partenaires institutionnels. Après en général, on a quand même toujours intérêt à essayer, de toucher, des partenaires institutionnels. Tiens, je sais pas, je regardais tout à l'heure, il y avait dans le chat, il y avait quelqu'un qui parlait de micro-crèche. Quand on veut installer une micro-crèche, eh bien, il faut arriver à trouver, à toucher les politiques, pour à un moment donné, sans doute avoir des subventions, avoir un peu de place quelque part, et cetera. Enfin, c'est sans doute plus intéressant, d'arriver à montrer son projet à des acteurs institutionnels, que de le faire sans eux. Donc voilà pour Twitter. Sur LinkedIn, bon, bien sûr, votre réseau professionnel, mais ça, je crois que LinkedIn, c'est le plus visible des réseaux. Facebook, ne l'ignorez pas, que ce soit en B2B. Enfin, si vous êtes en B2C, évidemment, allez dessus, hein, parce que c'est là que ça se passe encore, bien sûr. Si vous êtes en B2B, ne l'ignorez pas non plus, parce que dans vos amis en particulier, vous avez un certain nombre de personnes qui peuvent être relais de votre activité. Et ce seront les premières personnes à être engagées autour de vous sur Facebook. C'est le réseau où il y a le plus de liens forts, je dirais. Et puis Instagram, bon là, vraiment, si vous êtes en B2B, je dirais oubliez, hein, ça c'est pas ça, vous allez sans doute pas réussir à développer quelque chose d'intéressant, au niveau, d'une influence finalement, foncez, c'est un des réseaux les plus dynamiques du moment. OK, ça c'était l'étape, réseaux sociaux. 2e étape, c'est l'étape site web. C'est-à-dire que, bah, il faut arriver à lancer rapidement, quelque chose, que vous ayez rapidement une page en ligne. C'est un enjeu qui est pour moi très fort et certaines personnes sont souvent en fait en train de me posent souvent la question: «Mais est-ce que je peux pas me contenter d'être seulement sur les réseaux sociaux?» Ma réponse, elle est toujours en fait dans ce sens-là. Vous voyez à l'image de ces captures d'écran, ici, vous avez une société à droite, et à gauche une personne qui a développé une influence, sur, son compte Instagram, qui se retrouve du jour au lendemain en fait bloqué, par le réseau, par on ne sait quelle raison, et de fait, bah, si vous n'avez pas votre propre site web à côté, eh bien vous voyez que votre influence, votre existence disparaît complètement. Donc l'idée, c'est voilà, c'est de se dire: «Je répartis mes œufs dans différents paniers». Les réseaux sociaux, je ne suis pas chez moi. Potentiellement demain, le fonctionnement peut changer, ma page peut être supprimée pour X ou Y raison. Donc je fais ce qu'il faut pour avoir également un site internet et être présent. Les sites internet, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on fait un atelier dédié à Force Femmes sur ce sujet pour, essayer de dégrossir le sujet et puis, j'accompagne également les femmes, de l'atelier, je les accompagne du coup pour créer leur site internet et on fait vraiment un atelier dédié à cela parce que bah, c'est un gros sujet, et il y a beaucoup d'acteurs, qui se côtoient, et de choisir exactement,
la bonne solution et s'adresser de la meilleure des manières à un prestataire n'est pas forcément quelque chose de facile. Ce que je peux juste en dire ici, c'est que vous avez, un outil en particulier qui est WordPress, qui aujourd'hui propulse 36 des sites web, dans le monde. Alors même je vois que ma slide n'est pas tout à fait à jour, je pensais que c'était mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, c'est même 38 ou 39, et donc vous avez cet outil-là qui est un des outils les plus performants. Vous avez un autre pour les sites vitrines, là je parle bien des sites vitrines, des sites juste pour présenter quelques pages, qui s'appelle Squarespace, que je vous recommande, qui est très bien également. Et puis si vous vous lancez dans la vente en ligne, je ne peux que vous recommander Shopify. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin, ça mérite vraiment des explications plus abouties, mais voilà, en fait, quelques éléments. Après, vous avez de la littérature en ligne, vous avez des éléments dans mon livre, mais je ne peux pas vous rabattre sur mon livre, évidemment, à chaque fois, mais voilà, c'est un sujet qui est très complexe, et très complet, mais essayez de voir comment vous pouvez, activer ce levier pour rapidement, eh bien, nous proposer du contenu en ligne pour exister, pas seulement à travers les réseaux sociaux. Donc là, on a vu quelques étapes, faciles, hein, je dirais. Je vous ai dit, voilà, ayez votre profil LinkedIn et puis bon, j'ai dérivé un petit peu sur les réseaux sociaux pour remettre un peu en contexte. Donc avoir son profil LinkedIn, créer un site web, et puis donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a choisi éventuellement où on voulait également, parler, bien à un moment donné, du coup, c'est qu'est-ce que je mets dedans? Et comment est-ce que j'arrive à trouver ma singularité, cette singularité dont je vous ai parlé? Comment est-ce que sur, ces outils-là, je vais pouvoir proposer du contenu qui va être remarquable, et comment donc je vais me faire remarquer? Heu, je l'illustre par un exemple qui n'a rien à voir avec le digital, mais il y a une ville, qui a su trouver sa singularité, c'est la ville de Nantes. Et aujourd'hui, quand on parle de Nantes, eh bien, souvent, on a cette image qui revient, cette image de l'éléphant, qui est, eh bien, effectivement un objet remarquable dans la ville parce que, par sa démesure, par son originalité, par le fait que ce n'est pas vu dans d'autres villes, eh bien, c'est un symbole aujourd'hui de la ville de Nantes et c'est comme ça également qu'on devient remarquable et qu'on crée, eh bien, oui, une sorte de symbole autour de sa ville et d'ailleurs, il y a d'autres villes qui l'ont compris, puisque ça, c'est la ville de Calais qui très récemment, enfin il y a 1 an, a eu son dragon, qui a été livré par la même compagnie qui a fait l'éléphant de Nantes, et qui, là aussi, vient, donc montrer, bien, enfin, essaye de montrer sa singularité et de se définir par quelque chose et de se faire remarquer par quelque chose. Si je reviens plus sur les réseaux sociaux, et sur, le business que vous allez développer, hein, ça c'est très clair. Mais sur la forme, par exemple, j'aime bien montrer cet influenceur. Alors, c'est pas que je sois fan des influenceurs, mais moi, ce que j'aime bien avec cet influenceur, c'est, surtout, qu'il fait en fait, toujours la même chose. Il, fait des comparaisons de produits. Donc il doit être coach voilà, coach sportif diplômé, programme sport et nutrition. Vous voyez qu'il est plutôt bien bodybuildé et cetera. Et donc du coup, fort de ce bagage, eh bien, il vient proposer, donc des comparatifs produits, et donc son objectif, c'est de vous dire, voilà, entre 2 produits différents, ce qui est bien, et moins bien. Et ce que j'aime beaucoup en fait ici, et ce que j'aime beaucoup entre guillemets, c'est-à-dire que, c'est pas ça que je ferais, mais ce que j'aime beaucoup du coup entre guillemets, c'est qu'il arrive à créer sa singularité grâce à la fleur qu'il a à chaque fois, entre les dents quand il propose, son comparatif produit. Vous voyez que l'arrière-plan d'ailleurs est aussi toujours à peu près le même. Il y a toujours, du vert derrière lui. Je n'avais pas forcément remarqué. Vous voyez que c'est toujours un arrière-plan, avec des branches, du branchage. Donc ici, vous avez quelqu'un et d'ailleurs est-ce qu'il est toujours habillé en noir également? Ouais, pas tout à fait. Mais en tout cas, il a su trouver un moyen d'être reconnaissable, d'être identifiable. Et ça, c'est plutôt bien vu parce que des personnes qui font des comparatifs de produits de ce type-là, il y en a plein, et donc il a trouvé sa singularité. Il a trouvé sa singularité également dans le vocabulaire. Si vous observez les publications, c'est toujours les gens: «Salut les gens et Jeanne Mich», ça fait plaisir, et puis, toujours la même façon de disposer son texte également. Donc il est identifiable et ça, c'est
extrêmement intéressant. Après, c'est peut-être pas comme ça que vous allez le faire et vous le ferez différemment, mais vous voyez comment est-ce qu'on peut être identifiable et être remarquable. D'autres exemples également, ici, beaucoup dans la ligne éditoriale, beaucoup plus, l'importance de créer son propre vocabulaire. Encore une fois, le contenu, c'est voilà, c'est lié à ce que vous allez développer, mais sur la forme, eh bien, vous pouvez prendre des exemples comme ici, cette petite entreprise qui livre des box, avec des accessoires de vélo. Eh bien, puisqu'ils livrent des accessoires de vélo, ils ont adapté tout leur vocabulaire à, du coup, le vocabulaire du cycliste. La flamme rouge ici, le gruppetto, est-ce qu'il y a autre chose? Non, pour c'est tout. Si les retardataires du gruppetto, la reprise de la saison. Vous voyez, c'est un langage qui est vraiment tourné autour, du cyclisme. Autre exemple, plus en B2B ici, une newsletter, enfin une newsletter et du coup qu'ils transforment également, en proposition, d'articles sur leur site et forcément ils le déclinent, en publication sur les réseaux sociaux. Alors vous vous dites ce tweet ici là, il semble un peu imbitable, hein, avec, plein de citations de noms, on ne sait pas exactement ce que c'est et cetera. Mais vous voyez ici que l'agence, qui est une agence de communication, commence en fait son tweet en disant: «Cette semaine», avec le numéro de la semaine, «Olbia a appris que» et ils vont répéter en fait à chaque publication et chaque semaine, ils vont répéter cette même, façon de s'exprimer avec un lien vers un article de blog à la fin et de fait, ça leur crée une identité que d'autres vont reprendre, et de fait, vous avez des personnes qui vont elles aussi, et bien s'exprimer de cette façon-là en reprenant leur vocabulaire. Ils ont su créer leur singularité, mais il n'y a pas que ça, hein. C'est-à-dire que c'est pas juste créer une singularité, hein, et d'ailleurs comme la personne précédente, c'est pas juste je mets une fleur entre les dents. C'est aussi que derrière, il y a de la valeur qui est délivrée et c'est que si les personnes le relayent, c'est évidemment parce qu'ils ont pu remarquer, grâce à la forme quelque chose, mais également parce que le fond et l'article qui est ici, le fond est intéressant et apporte de la valeur et ça, c'est on ne peut pas le distinguer. C'est-à-dire que si je n'apporte pas de valeur, même si je trouve la forme, pour, faire quelque chose de sympathique, si je n'apporte pas de valeur derrière, ça n'aura pas d'écho. OK, donc voilà le point important, c'est que, OK, je définis ma présence quelque part, mais après il faut que je sache trouver ma singularité pour pouvoir m'exprimer. 4e point dans cette, dans ce que je vous présente, qui me semble d'autant plus essentiel aujourd'hui, hein, je l'ai vraiment, ajouté aussi, suite aux dernières annonces, de 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 confinement et de reconfinement. Hem, il est essentiel de proposer votre offre sur internet. Je crois que là, on peut difficilement, convenir, d'autre chose. Trouver un moyen. Là, il faut qu'on puisse exister sur internet. Il faut qu'on puisse, interagir avec des clients, trouver des clients et cetera. Il faut trouver quelque chose. Donc il y a des situations qui sont plus simples que d'autres, hein. Dire quand on vend des produits, bon, ben, on comprend que je peux essayer de vendre en ligne, et réellement une solution rapide, si aujourd'hui vous avez des produits que vous ne savez pas, comment les vendre, en ligne, la solution rapide, c'est d'aller sur shopify.com et de créer un compte et vous allez voir que rapidement, vous allez pouvoir créer une boutique en ligne et mettre vos produits à disposition. Heu il y a des situations qui sont plus simples, que d'autres, donc je le disais, donc les vendre en ligne, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être simple? Participer à des webinaires et interminima, un moyen de la vendre, c'est-à-dire effectivement de valoriser ce que vous êtes et ce que vous faites, et de montrer du coup que vous avez capacité à vous exprimer sur une expertise. Qu'est-ce qu'on peut faire, d'autre également? Selon la situation dans laquelle on est. J'essaie de prendre un petit peu, point par point. Hem
Développer son propre réseau en réunissant des personnes autour d'un sujet. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un petit peu exactement de la même façon de parier sur des réseaux et des engagements associatifs. Selon l'avancement de votre projet, bien, la difficulté, c'est que vous n'avez peut-être pas encore lancé quelque chose, que vous avez une idée, mais que vous n'y êtes pas encore tout à fait. Eh bien, c'est le moment sans doute d'essayer en fait de réunir un ensemble de personnes, même à distance. On voit des réseaux en ligne qui naissent, d'essayer en fait également d'analyser des problématiques qui sont actuelles et de voir comment est-ce qu'on peut, avec l'aide de tout ça, alors je vais m'appuyer sur un exemple simple, hein. Vous avez eu notamment en mars dernier toute la problématique en fait par rapport aux restaurateurs et aux bars, et cetera, qui de fait n'avaient plus de revenus. Et vous avez des personnes qui se sont mis ensemble, qui ont réussi à, en discutant sur les réseaux et à se trouver, heu ont réussi, personne pouvait venir et dire: «Bien moi, je vais donner 50 € d'avance au cafetier, comme ça, bah, oui, oui, et puis sur lesquels, en fait, je reprendrai seulement 25 € quand je viendrai faire une commande chez lui, quand on sera plus confiné». C'était également une plateforme où vous pouviez faire un don tout simplement, et c'était aussi une plateforme où vous pouviez, à la fin, commander en ligne des produits pour d'autant plus soutenir des personnes qui avaient commencé à développer une offre de drive. Donc vous voyez, c'est ça que j'entends en fait par analyser les problématiques actuelles, proposer des solutions, adapter finalement des choses par rapport à ce que vous pensiez faire et réussir à trouver des gens. Et je crois qu'il faut qu'on puisse avoir cette souplesse aujourd'hui par rapport encore une fois à une situation qui va durer pour eh bien comprendre on va devoir essayer de développer nos réseaux en virtuel entre guillemets, en essayant d'avoir des échanges téléphoniques, visio, et cetera, qui ne remplaceront pas des échanges physiques, mais en tout cas, essayer de faire un certain nombre de choses pour, eh bien, quand même continuer à créer du lien, et donc c'est par cela que j'entends, voilà, ces 3 éléments ici. Qu'est-ce qu'on peut dire également? N'hésitez pas à apprendre à créer, à coder. Je crois que c'est assez essentiel. Alors il y a des sites en ligne qui existent, si vous voulez vous auto-former, hein, ça pourquoi pas. Alors vous avez les Open Classroom, par exemple. Puis après vous avez plein d'académies, plein d'écoles, vous pouvez regarder. Alors notamment vous avez des White Code School, je note au fur et à mesure, comme ça vous les avez. Vous avez également Le Wagon, vous avez Simplon également que vous connaissez peut-être. Bref, vous avez différents acteurs qui sont engagés pour permettre à tout à chacun d'apprendre avec différents types d'offres, payantes, moins payantes, et cetera, subventionnées. Euh, mais ça, c'est un point qui me semble assez essentiel. Si vous êtes en capacité de coder, de comprendre le langage de développement technique, vous serez beaucoup plus libre également dans un monde, d'autant plus incertain et qui nous amène à, exploiter de plus en plus nos compétences dans le digital. C'est un bagage qui, potentiellement, là aussi selon, la situation d'avancement dans votre projet, où vous en êtes, qui peut, que vous être utile par la suite quand il faudra potentiellement développer votre offre en ligne, encore une fois. Ça ne peut qu'être bénéfique. Voilà pour quelques éléments. Alors créer des méthodologies interactives adaptées spécifiquement au web. Là, j'entends par exemple que si vous êtes consultante, eh bien, comment est-ce que je peux essayer de réinventer en fait les choses pour proposer de l'interaction. Vous avez différents outils. Alors, j'en vais en citer que deux. Vous avez Mural, qui est une application intéressante pour créer un peu d'interaction. Et puis, vous avez des outils comme Klaxoon également, qui sont d'autres outils, pardon, Klaxoon, d'autres outils qui permettent de créer de l'interaction dans des réunions, dans des situations où vous travaillez à distance. Mais là aussi, on doit pouvoir, et je pense qu'on va trouver aussi, vous pouvez trouver une singularité en disant, bah, j'ai une méthodologie qui est spécifiquement adaptée à l'interaction en ligne, et on sait que ça peut avoir du sens. Voilà, dernier point, je crois, à peu près, dans tout ce que je voulais vous dire. Non, il y a quand même la planète qui compte particulièrement, mais il y a le être responsable, en tout cas, qui est là. Et puis après, il y aura un petit point sur la planète. Être responsable dans son marketing en particulier, c'est quelque chose qui me tient à cœur comme message. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, comme je dis souvent, alors cette slide, je la montre tout le temps, mais parce elle me fait rire, parce que on a envisagé en fait le marketing pendant tellement longtemps comme ça, avec des stéréotypes qui
sont quand même grossiers. Et là, je prends le slip français en exemple parce qu'ils ont été coutumiers d'y fête pendant un certain temps. Ils ont changé leurs pratiques, et tant mieux. Mais évidemment, ces stéréotypes-là, ils ne ressemblent à personne. Et finalement, comme je le dis souvent, mesdames, les hommes ont du poil sur le torse, hein, donc si vous ne le saviez pas, ces pubs-là sont mensongères. Donc voilà, on a tout intérêt à repenser nos manières de communiquer. Je vais en montrer des manières responsables et aussi comment le slip français a bien évolué. Ce que j'aime pas non plus également et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ce type de communication où vous avez une bonne idée ici, surtout que alors moi j'ai des lunettes aussi en général et je serais ravi de voir cette solution, qui permettrait de ne plus avoir de buée à la place, placée sous le enfin à la pla enfin sous mon masque. Mais en fait, voilà, j'ai trouvé ce post sur LinkedIn un peu par hasard, hem et je n'ai pas j'ai pas compris. Ouais, voilà, en fait, quel sens, en fait, qu'on met à cette communication? Je crois qu'on a vraiment intérêt à repenser et particulièrement les stéréotypes, du marketing, par rapport au corps féminin, c'est sexualisé et voilà, c'est quelque chose qui est évidemment récurrent. Donc ça, c'est un enjeu. Comment est-ce qu'on change ces éléments-là? Comment est-ce qu'on fait attention dans sa communication à ne pas, promouvoir des stéréotypes? Il y en a d'autres des stéréotypes, hein, aussi, hein, dans là, j'épingle cette école de commerce où j'enseigne en l'occurrence, mais voilà, sur certaines choses, comment je fais attention en fait? Le management représenté par 2 hommes en cravate, est-ce que c'est ça en fait le management qu'on veut pour demain? Je ne crois pas. Et je crois que ça, c'est des images qui appartiennent à un passé, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Mais voilà, ça aussi, ça n'appartient plus, à ce qu'on veut voir. Il faut être très vigilant. Alors là, je le dis à la fois parce que ça a du sens évidemment de faire en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, qui soient représentés dans les processus de décision et de fait dans les photos. Mais également parce que en termes de réputation, aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui vont venir vous tacler, parce que vous ne faites une communication qui n'est absolument pas inclusive, et ce qui est tout à fait, normal, je crois. Donc des bonnes idées, eh bien le slip français en a et tant mieux, et donc ils viennent, promouvoir une autre forme de communication. Et ça marche, c'est ce que je dis, hein, c'est que ça marche. Les gens sont ravis en fait de voir d'autres choses, et qu'en fait on prend quand même conscience qu'effectivement ça peut marcher et que ces corps stéréotypés, on n'en veut plus. Et puis je vous ai parlé également de Make My Lemonade, cette marque, eh bien, c'est quelque chose qui est complètement dans l'ADN de la marque, de, montrer, toutes les femmes, et tant mieux parce que c'est aussi quelque chose qu'on a envie de voir. Heu, Dans la même logique et je vous disais que pour moi aussi, c'était pas toujours, facile d'écrire. Dans la même logique, du coup, j'ai un article qui va sortir, j'espérais sortir ce matin, vous voyez, mais j'ai un peu hésité. J'ai encore quelques mots que j'aimerais, améliorer, donc ce qui est assez ironique quand je vous dis, «Mieux est l'ennemi du bien», mais je crois que c'est en tout cas quelque chose, j'ai noté le 5 novembre, donc au moins je me suis à minima engagé publiquement aujourd'hui. Un article sur l'écriture inclusive, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, de parler d'écriture inclusive, c'est, déclencher une certaine forme d'hystérie, pour beaucoup, hein. Mais je crois qu'on a vraiment un enjeu autour du vocabulaire. Ça, c'est quelque chose que là aussi, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais autour du vocabulaire, il y a un enjeu immense, et on se doit, de repenser notre manière d'écrire. Alors est-ce que l'écriture inclusive telle qu'on la pense aujourd'hui avec les points médians, est une solution? Je ne le crois pas, et je l'explique dans mon article, vous le verrez. Il y a différentes raisons pour lesquelles c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire et je crois qu'on a vraiment intérêt à penser une langue qui aujourd'hui exclut, globalement 51 de la population. Voilà, d'autres champs de responsabilité également, rebondissez sur des événements si vous le voulez, mais essayez de donner du sens, hein. C'est-à-dire que si vous voulez rebondir sur cette journée du 8 mars, parce que ça a du sens par rapport à votre business, n'hésitez pas à le faire, mais faites-le de la bonne façon. Ce n'est pas la journée internationale de la femme, ce n'est pas la journée des droits de la femme, mais merci Google en 2021 d'avoir enfin rétabli les choses. C'est bien la journée internationale des droits des femmes. Donc si vous avez quelque chose à proposer, pour cette journée-là, faites quelque chose qui va réellement permettre de défendre les droits des femmes et non pas des réductions ou, la livraison offerte, ce qui n'a absolument aucun sens.
Et puis donc je termine cette conférence avec cette idée que, s'il vous plaît, si vous le pouvez, et même c'est même pas si vous le pouvez, on a un objectif, c'est de prendre soin de notre planète. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver des moyens de trouver des business models durables. Alors, des business models durables, c'est pas forcément simple. Il y a des personnes qui tentent de le faire. J'aime bien cette marque qui s'appelle Panafrica et qui a lancé une offre de chaussures qui, vous le voyez, est une chaussure consignée et recyclable. Ça solutionne pas tout, mais à minima, bien forcément, quand vous proposez une chaussure consignée et recyclable, et que derrière, du coup, on va s'engager à vous fournir un autre produit, et cetera, on a tout intérêt à faire en sorte que la chaussure, elle dure le plus longtemps possible. Et donc si, dans votre business model, vous avez conçu un produit, dont votre intérêt est qu'il dure le plus longtemps possible, vous avez quand même, un business model qui est autrement mieux que celui de vendre le plus de produits. D'accord? Donc, on peut essayer de penser des choses. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette idée des business models durables, il y a des entreprises qui essayent de pousser d'autres entreprises à être plus précautionneuses et plus attentives à l'état de la planète, et donc à ce qu'elles mettent dans leurs produits, à comment elles les conçoivent. Il n'y a pas que Yuka, hein, il y a d'autres choses qui existent avec l'application Quel cosmétique de l'UFC Que Choisir. Et ce que j'aime bien en fait comme parallèle avec le marketing ici, c'est que de fait, quand vous produisez des produits qui sont propres, qui sont respectueux de la planète, qui sont respectueux du corps, puisqu'en l'occurrence on parle de cosmétiques, eh bien vous pouvez faire une publication sur les réseaux, une publicité qui dit n'hésitez pas à scanner nos produits parce que vous verrez qu'on a des produits propres et respectueux de la planète. Et puis dernière chose qui est en lien avec, rebondissez sur des opérations si vous voulez, mais évitez le Black Friday. C'est évident dans mon positionnement par rapport à ce que je viens de vous expliquer, que le Black Friday, n'est pas quelque chose de soutenable, n'est pas quelque chose de durable, ne peut pas fonctionner avec, les enjeux, de la planète. Donc voilà, aujourd'hui, notre objectif, c'est évidemment de tirer son épingle du jeu et de voir comment est-ce qu'on peut, bien évidemment, trouver sa place, être remarquable, encore une fois, et développer son entreprise. Mais c'est aussi comment est-ce que je fais pour faire attention à des enjeux écologiques qui sont extrêmement forts. Et on peut faire le buzz aujourd'hui en rebondissant sur d'autres opérations. Et en montrant un engagement qui est totalement différent que celui que propose un Black Friday. Et on peut faire parler de soi et montrer qu'on a une entreprise durable autrement que par des opérations commerciales qui n'ont pas d'autre objectif que de se pousser à une surconsommation. Une marque évidemment pour finir, qui est un exemple dans cette logique de pousser en fait, ses consommateurs à réfléchir par rapport à l'état de la planète, et par rapport à sa consommation, eh bien c'est Patagonia et je ne peux que vous encourager à aller voir cette marque. Voilà, j'en ai fini avec ce propos. Je vous remercie pour votre attention et je suis, entièrement disposé à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Rémi. Donc, il y a eu quelques questions. Alors, Ouais. la première, tu as répondu partiellement au fur et à mesure, mais c'était est-ce qu'il y a des différences majeures dans l'approche de son marketing digital, qu'on soit en B2B ou en B2C? Est-ce qu'il y a des différences fondamentales? Alors, enfin, je dirais plutôt non. Je dirais plutôt non dans le sens où, si vous voulez, l'enjeu l'enjeu de contenu, il existe, de part et d'autre. La seule chose, en fait, c'est qu'en B2C, il va falloir être, beaucoup plus «créatif» entre guillemets, être présent sur beaucoup plus de plateformes. C'est-à-dire que je n'ai évoqué que Twitter, enfin, je n'ai évoqué que Facebook, Instagram, mais peut-être qu'il faudra être sur TikTok aussi, et ça devient un enjeu de plus en plus fort aussi. Peut-être qu'il faudra être sur Snapchat éventuellement. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, en fait, il faudra être potentiellement présent sur plus de réseaux et en plus, notamment Instagram, il va falloir être beaucoup plus créatif. Donc clairement, en B2C, il va falloir investir beaucoup plus sur les réseaux sociaux pour trouver sa singularité, sa voix, que dans une marque B2B. Ça, c'est sans doute un premier renseignement. Et parce qu'effectivement, de toute façon, en B2B, si vous êtes sur Twitter et LinkedIn, peut-être Facebook, éventuellement et encore, mais si vous êtes sur Twitter et LinkedIn, c'est déjà suffisant.
présence beaucoup plus forte et beaucoup plus soutenue également. Donc c'est ça pour moi les grandes différences. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, sur LinkedIn, il y avait 2 questions. Ouais. D'abord, c'était, faut-il synthétiser son expérience professionnelle ou au contraire être très exhaustif et plutôt détaillé quand on a donc sa page professionnelle? Et quand on est encore uniquement porteur de projet et qu'on n'a pas lancé son activité, quel titre peut-on se donner à soi-même par rapport à son activité? Ouais. Alors il y a pas mal de questions dans la dans la question. Alors moi, ce que je conseille toujours quand même, c'est de détailler son profil LinkedIn, l'accent là où Garde des personnes se porte. Donc si les expériences passées n'ont plus de lien avec le projet actuel, bon, on n'est pas obligé d'en faire, des tonnes. En revanche, s'il y a du lien, pareil, ce que je disais tout à l'heure un petit peu, par rapport à une reconversion professionnelle, s'il y a besoin de faire du lien entre le projet précédent et le projet suivant, c'est là qu'il faut mettre un peu de détail. Et puis il y a un encart important où justement on peut montrer le lien, et comment on s'est construit. C'est l'encart information, info, qui était l'encart résumé avant et où on peut mettre un petit peu de texte, donc il se situe en haut du profil et on peut mettre un petit texte pour justement présenter, qui on est et ce qu'on est en train de devenir. Et puis après, il y avait une question sur le titre. C'est toujours très compliqué, au niveau du titre de ce qu'on peut mettre. Mais moi, ce que je dirais, c'est que même si on n'a pas lancé quelque chose, et bien, alors, c'est la première chose, c'est lancer rapidement quelque chose. Ça, c'est mon premier conseil et à minima, en fait, ce que je disais, hein, c'est qu'il faut lancer rapidement une manière d'être présent en ligne et typiquement, un blog, c'est un moyen du coup, de montrer qu'on est actif, et de commencer à te donner une crédibilité sur le sujet. Et donc, l'un des titres qui est possible, c'est justement de montrer que, qu'on tient qu'on est animateur de ce blog, et je dirais montrer également quelques expertises, que l'on a. Et pour moi, vraiment, voilà, ce serait, si vous n'êtes pas animateur d'un blog, vous êtes venir, tant mieux, et mettez-le. Et sinon, mettre en avant vos expertises, sur tel ou tel sujet. Mais vraiment, je pense que vous avez tout intérêt à créer rapidement un média en ligne, un blog, pour pouvoir dire justement: «C'est là que vous pouvez me retrouver» et c'est ça qui est important, c'est que votre profil LinkedIn doit être un lien en fait, sur, où est-ce que vous pouvez me retrouver pour aller plus loin. D'accord. Merci beaucoup. Ensuite, par rapport à la création de sites, il y a eu 2 questions. Donc déjà, une qui est revenue plusieurs fois, c'était, tu as évoqué le fait de pouvoir se former au codage auprès du Wagon ou de Mmh. Simplon. Quel est Ouais. l'intérêt pour une porteuse de projet ou quelqu'un qui est à la tête de son activité de savoir coder? Quelle est la valeur ajoutée? Hem, alors pour moi, si vous voulez, la difficulté en fait qu'on observe, hem, c'est la dépendance par rapport à un prestataire. Devant un devant le digital, on va dire, qui prend de plus en plus de place, bien, moins vous êtes dépendant d'un prestataire, mieux c'est, parce que vous pourrez être d'autant plus réactive, quand vous voulez, mettre à jour votre site, apporter une amélioration, et cetera. Ça, c'est un premier point et d'autant plus qu'aujourd'hui, et je pense que c'est important peut-être de finir là-dessus, d'autant plus qu'aujourd'hui les outils, qui sont mis à votre disposition pour mettre à jour votre site, l'optimiser, et cetera, sont facilitants, mais ne sont pas si, complexes, si intuitifs et demandent parfois de comprendre, un petit peu la logique de codage. D'accord? Donc, ça, c'est l'avoir en tête, c'est que oui, il y a des outils aujourd'hui qui facilitent la mise à jour d'un site, mais si on a compris la logique de codage et des éléments qui appartiennent à cela, on aura plus de facilité à le mettre à jour. Et puis deuxième chose aussi, vous serez une bien meilleure interlocutrice avec votre prestataire technique si vous en comprenez les enjeux, et ça va amener, à des réductions de coûts assez importantes aussi, parce que, de fait, vous êtes, voilà, vous serez beaucoup plus à même de en et en capacité d'interagir,
Et puis dernière chose aussi, ça facilite aussi la vie des prestataires, parce que comme vous êtes une meilleure interlocutrice, vous proposez des choses qui sont plus pertinentes et finalement tout le monde y gagne, dans cette relation, et on évite d'avoir un dialogue de sourds où souvent, en fait, vous avez le prestataire qui vous dit: «Mais voilà ma contrainte» et vous avez quelqu'un en face qui dit: «Mais oui, mais voilà mon besoin». Oui, mais et là, on n'arrive pas à faire le lien. OK. Et il y avait une autre question aussi parce que tu as parlé de Shopify pour pouvoir vendre ses Ouais, produits. Et des personnes ont demandé s'il y avait des sites pour vendre du coaching, des webinars qu'ils créeraient, par exemple, enfin de la matière oui, grise en gros. bien sûr. C'est une bonne question. Des plateformes pour vendre en ligne des services. Malheureusement, j'en connais pas comme ça. Je ouais, non, j'en connais pas. Alors, si je peux, peut-être juste mettre un petit, ça va tout dépend ce que vous proposez. Tout dépend ce que vous proposez, bon, il y a pas un cas unique, hein, j'imagine qu'il y a beaucoup de situations différentes, mais ce qui est vrai aussi, c'est que ce qu'on va rechercher, quand on va s'adresser à vous, c'est souvent de la valeur, et que cette valeur, du coup, si elle se distille à travers des vidéos qui sont vendues pas forcément très très cher, la valeur, elle va diminuer. Il y a tellement de ressources en ligne aujourd'hui, tellement de choses qui sont disponibles sur YouTube, et qu'on peut se débrouiller en fait de 1000 façons que payer pour, une petite vidéo qui vaut pas très cher ou même pour une vidéo. Si c'est pour une vidéo qui vaut cher, bah, on voudra vous avoir dans une relation directe et si c'est sur une vidéo, qui vaut pas cher, on la trouvera peut-être ailleurs. Donc voilà, donc je dirais ça c'est un conseil. Après sur la plateforme, j'en connais pas. Et je vois Madeleine en même temps qui pose, Shopify est-il mieux que Wix? Oui, pour la vente en ligne, oui. N'hésitez pas à prendre Shopify, ou vous avez une marque française également, puisque mais bon, je dirais que oui, Shopify a pris, vraiment de l'ampleur, mais WeezyShop également est français et c'est très bien. N'hésitez pas à aller voir. OK. Merci beaucoup. Et puis, il y avait une dernière question qui est revenue aussi. C'était, aurais-tu des tips ou des stratégies pour pouvoir augmenter le nombre de ses followers ou générer du flux sur son site? Est-ce que tu as des conseils particuliers? Je Ouais, alors c'est toujours, c'est pour moi je crois que je l'ai exprimé là, il y a pas de. Alors il y a des gens, hein, qui sont spécialistes du tips, du growth hacking, de vous dire: «Ouais, voilà, si vous mettez, le lien en commentaire, ou que vous écrivez de telle manière avec tel emoji et cetera, vous allez augmenter, votre communauté de X et cetera et cetera». Donc bon, ça c'est très bien, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des personnes qui sont spécialistes de ça et qui sont convaincus de leurs propos. Moi, c'est vrai que c'est pas un propos qui me convainc d'une part, et de fait, c'est pas celui que j'exprime. Donc c'est vrai que moi, à travers ce que j'ai pu exprimer en vous disant: «Voilà, soyez remarquables, trouvez votre singularité, trouvez votre manière d'exister, et apportez de la valeur dans ce que vous dites et ne cherchez pas seulement à vendre». Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si vos articles, si vos podcasts, si vos vidéos ou tout ce que vous voulez ou vos publications sur les réseaux sociaux ont un objectif de vente, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, si vous cherchez à apporter de la valeur et à prouver votre expertise, ben vous allez apporter des choses aux gens et vous allez avoir de plus en plus de monde qui vont vous suivre au fur et à mesure, c'est certain. Après, c'est un processus qui est lent, c'est évident, mais c'est des personnes qui, en revanche, vont s'engager beaucoup plus avec vous que, de gagner, 1000 followers rapidement. Et après, du coup, la question est revenue plusieurs fois aussi. Ouais, Est-ce que tu penses d'acheter de la pub auprès de Google, Instagram ou Facebook? Est-ce que ça a un il effet faut, positif il ou... faut. Oui, il faut, mais voilà, même si on parle, enfin, de marketing digital responsable et cetera, c'est pas en fait en ne faisant pas de pub, qu'on va gagner la partie. Aujourd'hui, la publicité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Google, hem, c'est un outil qui est important parce que encore une fois, il y a un foisonnement en fait de messages qui est là. Et que de fait, c'est extrêmement compliqué d'émerger. Donc, si je fais pas un petit peu plus de publicité pour faire ma place, c'est quand même difficile. Il y a peut-être 2 choses que je peux dire. En fait, ça dépend ce que vous dites dans votre publicité. Moi, quand c'est une publicité sponsorisée, vous voyez, ça c'est du sponsor.
Moi, je trouve que c'est intéressant, en fait. Vous apportez quelque chose, vous n'êtes pas seulement sur du message commercial, «Achetez mon produit», ouais, il y a quelque chose, quoi. Donc ça dépend ce que vous mettez dans vos pubs. Ça, c'est un peu le 1er message. Si c'est du purement commercial, peut-être que c'est pas si intéressant que ça. Et ça attirera pas forcément l'attention. Là, ça attire mon attention parce qu'il y a un message qui est un peu différent. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis après, sur Google, soyez très attentives et attentives, ouais, soyez attentifs, parce que je pense qu'il y a surtout que des femmes, mais soyez attentifs parce que vraiment, votre budget, il peut partir très, 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 très vite. Là, pour le coup, soit vous vous formez, alors soit vous achetez le livre, mais ça, c'est pour la blague, mais c'est vrai aussi, hein. Mais soit vous vous formez, soit vous faites accompagner, mais vraiment, sur Google, si vous y allez sans connaître, vraiment des points, quelques points précis, vous allez gaspiller votre budget et vous n'aurez aucun retour sur investissement. Sur Facebook ou enfin, sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu mieux fait, je dirais, et un peu plus lisible. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez y aller un petit peu plus librement, même si un peu de formation ne fait pas de mal, évidemment. Oui, pour Google, je précise du coup que mercredi matin, Ouais. il y a un webinaire qui est animé Ah par oui. des collaborateurs de Google sur l'utilisation des outils gratuits de Google. Donc, ça pourra déjà, sans avoir à investir, justement, vous aider à pouvoir référencer au mieux votre activité sur Google. Et puis, dans plusieurs villes de France, pas qu'à Paris, vraiment, il y a des ateliers Google for Entrepreneurs, alors, qui étaient en présentiel. Je pense qu'en ce moment, ils ne le sont pas, mais ils vont probablement reprendre, qui vous aident justement aussi à prendre de l'aisance et qui vous accompagnent vraiment à être plus à l'aise avec les outils qui sont proposés par Google. Voilà. Voilà. Ensuite, ah oui, il y a eu plusieurs questions sur cet atelier que tu animes au sein de Force Femmes sur créer son Oui. site web. Du coup, si je puis me permettre juste de partager l'écran, Rémi, pour montrer le module que tu as fait sur Vas-y. ma boîte, parce que autant Oui, les également. ateliers, Bah oui, bien sûr. Ouais. les ateliers de, pardon, de Force Femmes ne sont pas accessibles à toutes. Elles le sont uniquement pour les femmes qu'on accompagne. Et en plus, Rémi n'intervient qu'auprès de nos candidates de Paris. En revanche, depuis 3 ans, on a créé une plateforme, il y a l'affiche derrière moi, qui s'appelle Ma Boîte et qui est accessible à toutes, sans critère d'âge, qui est entièrement gratuite, qui contient une douzaine de modules. Et parmi ces modules, il y en a 2 qui ont été animés par Rémi sur la création de son site et qui, du coup, étape par étape, oui, alors attendez, je vous en parle et je vous dis. Voilà, c'est bon, j'ai mis le lien, Agathe. Ok, super, merci. Voilà, donc ma boîte entrepreneuse, effectivement, il y a 2 modules qui parlent de site web. Ouais, tout à fait. Voilà. Ah oui, le lien. Alors, je voulais simplement pouvoir vous montrer, excusez-moi, à quoi ça ressemble. Partager, voilà. Hop, hop, voilà. Et donc vous avez une douzaine de modules qui vous accompagnent étape par étape. Ça a été une question aussi de quelqu'un à un moment qui a dit, mais par où on commence? Là, vous nous avez parlé de marketing digital, mais est-ce que c'est la première étape quand on crée son activité ou est-ce qu'il faut commencer par le logo ou par le nom? Donc, cette plateforme a vraiment été pensée justement sous format de parcours. Et donc, vous avez les ateliers créer son site internet qui ont été réalisés par Rémi. Voilà, donc à nouveau, je le répète, elle est gratuite, elle est accessible à toutes. Il vous faut juste une adresse mail et un mot de passe pour vous créer un profil. Donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Rémi, écoute, je te remercie beaucoup. Évidemment, Merci. les remerciements pleuvent dans le chat, je te les ferai parvenir. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter. Non, bon courage à toutes et encore une fois, vraiment la période nous oblige d'autant plus à repenser notre présence sur le digital. Donc osez vous lancer, et osez écrire. Vous verrez aussi le fait de lancer un média, un blog, d'écrire quelques articles, ça range aussi les idées et ça vraiment permet de mieux comprendre où on a envie d'aller et ce qu'on a envie de proposer. Donc n'hésitez pas à le faire, même si c'est vertigineux, et j'en suis tout à fait conscient. Merci beaucoup, Rémi. Donc, je rappelle à celles qui sont connectées là ce matin que donc toute la semaine, on a des webinars, un le matin, à l'après-midi.
Si vous ne vous êtes pas inscrite à tous, parce que initialement, vous n'aviez peut-être pas le temps, mais le reconfinement fait qu'on en a peut-être un tout petit peu plus, vous pourrez tous les suivre en live sur YouTube, puisque là, les inscriptions sont closes. Mais chacun sera rediffusé normalement, si j'ai bien l'accord de tout le monde, en live sur YouTube. Merci beaucoup à toutes. Merci Rémi encore et à Merci. bientôt. Merci beaucoup. Merci pour les messages. Merci à toutes. À Merci. bientôt. Au revoir.